Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le module 29. C'est le cours de l'infection sexuellement transmissible et SIDA. C'est un cours destiné aux étudiantes de la filière sage-femme, 3e année, 5e semestre. Ce cours sera présenté par professeur Saada Belgler. Les compétences visées par ce cours sont de deux types. Compétences disciplinaires, qui se résume dans le fait d'être capable de contribuer à une prise en charge de la santé sexuelle et génésique de la jeune fille, de la femme, du couple, de la famille et de la communauté. Les compétences spécifiques, c'est être capable de contribuer à la prise en charge des jeunes filles et des femmes, couples en matière d'IST-SIDA, de pathologies gynécologiques et du cancer féminin en conformité avec les protocoles en vigueur. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont dépister les infections sexuellement transmissibles IST-VIH conformément au protocole en vigueur, mener le counseling pré- et post-test VIH-Sida, assurer la prise en charge syndromique de la femme ainsi que du couple présentant une IST dans les différentes étapes du cycle de la vie reproductive, contribuer à l'éducation thérapeutique des femmes et du couple atteint des IST-SIDA, contribuer au soutien psychosocial qui joue un rôle très important et aussi l'accompagnement et aux non-stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et assurer la gestion de ces activités d'IST-SIDA. Quels sont les prérequis pédagogiques de ce cours? Lorsqu'on parle de prérequis, ça veut dire que ce sont les acquis exigés pour suivre ce cours. Donc, pour suivre ce cours, vous devez valider le module 18 appelé planification familiale que nous avons vu en 2e année S3. Il s'agit d'un module qui est majeur avec un volume horaire de 40 heures. Ces 40 heures sont réparties comme cela. Donc, on aura 20 heures du cours, 10 heures des travaux dirigés et 10 heures de travaux pratiques, avec également une dizaine d'heures de travaux personnels qui seront bien sûr sous forme des exposés. L'approche pédagogique qui sera adoptée pendant ce cours, on aura en classe des exercices individuels et aussi en groupe à effectuer, des ateliers pratiques, des présentations interactives, des séances de feedback et des réflexions sur ces apprentissages et leur utilisation. En dehors du classe, vous aurez des lectures à faire, des préparations des travaux pratiques, des travaux de recherche et aussi des travaux individuels sous forme bien sûr des exposés à effectuer. Le plan du cours est suivant. Donc on va commencer par une introduction. On va voir l'épidémiologie et la biologie des IST, prévention et contrôle au niveau de la société et au niveau individuel, la législation, c'est-à-dire les lois concernant le signalement des articles SIDA, les principes éthiques dans la prise en charge des femmes et du couple présentant des IST-SIDA, et bien sûr, pour chaque type d'infection sexuellement transmissible, on va voir sa définition, son étiologie, les symptômes, diagnostic, l'évolution, complications, traitement et pharmacologie. Ensuite, en ce qui concerne l'éducation, on va voir les mesures préventives, le lien entre l'infection sexuellement transmissible SIDA et la sexualité, c'est-à-dire comment ces infections peuvent influencer la sexualité, et SIDA en situation obstétricale,
et l'éducation thérapeutique. On va voir également les tests volontaires du VIH, counseling pré- et post-test du VIH, la non-stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et le rôle du soutien psychosocial, l'accompagnement et l'orientation. Et on va terminer par les programmes de lutte contre le sida et le réseau de prise en charge et le protocole et l'algorithme de prise en charge des IST-SIDA. Les IST, ou bien ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles, demeurent un fardeau important sur la santé publique de fait de la relation entre ces infections et les pratiques sexuelles qui exposent. La sexualité étant régie par code moral des tabous et une stigmatisation, entoure ces affections et rendent plus difficile l'accès aux soins. Donc, quel que soit le milieu social, ce sont des maladies qui restaient pour quelqu'un des maladies honteuses, cachées. Ce tabou peut empêcher une personne qui a potentiellement été exposée d'être testée et traitée. Appelée maladie vénérienne, jusqu'à la fin des années 70 du siècle dernier, à l'avènement du sida au début des années 80, elles sont désignées par le vocable maladie sexuellement transmissible. Avec la meilleure connaissance de leur épidémiologie, en particulier le rôle de portage asymptomatique dans leur transmission, le terme maladie apparaît inadapté. Au milieu des années 80, l'appellation IST, infection sexuellement transmissible, s'impose et elle est dès lors consacrée. Jusqu'à la confrontation avec la menace du sida et à cause des autres priorités qui préoccupent le ministère de la Santé, telles que la maladie de la tuberculose, la croissance démographique, la mortalité infantile et maternelle, la lutte contre les maladies vénériennes était négligée. Le programme de lutte contre les IST était plus consistant, mais surtout le programme national contre les IST-SIDA, qui consacre ces affections comme des pathologies de comportement et s'emploie à les combattre avec les moyens adaptés à leurs menaces et dangers, ciblant non plus la fertilité, mais la vie. À cause de l'automédiation et la non-déclaration des cas, en dépit des dispositions de la loi en la matière, les estimations des cas d'IST sont souvent inférieures à la réalité du terrain. Chaque jour dans le monde, plus d'1 million de personnes âgées de 15 ans à 49 ans contractent une IST asymptomatique dans la majorité des cas. En 2020, presque 374 millions de personnes âgées de 15 ans à 49 ans auraient contracté l'une des 4 IST suivantes: la chlamydiose, la gonorrhée, syphilis ou trichomonas. Au Maroc, l'approche syndromique de prise en charge des IST a été adoptée dès 1988 et généralisée dans l'ensemble des établissements de soins de santé primaire durant l'année 2000 grâce à un large programme de formation. Au Maroc, l'incidence des IST reste élevée, avec plus de 450 000 nouveaux cas notifiés chaque an au niveau des établissements de soins de santé primaire et des ONG partenaires. La modélisation des IST qui avait été réalisée en 2016 avec l'appui de l'OMS en utilisant le logiciel Spectrum avait estimé les prévalences de syphilis, Neisseria gonorrhea et chlamydia trachomatis chez la population marocaine entre 15 et 49 ans, respectivement à 0,4%, 0,5% et 4,5%. Le nombre de décès liés au sida est estimé à 387 fin 2021. Le taux d'incidence est de 0,2 pour 1000. Le Maroc enregistre une faible prévalence de VIH qui est de 0,08%. 60
17% des nouvelles infections se produisent parmi les populations clés, les plus exposées au risque d'infection et leurs partenaires. Notons que la prévalence du VIH est estimée à 1,5% chez les prostituées, 4,1% chez les homosexuels et 7,1% chez les personnels qui injectent des drogues. Le ministère signale que le nombre total cumulé de personnes vivant avec le VIH notifié s'est chiffré à 19 000 en fin 2022, dont 64% au stade asymptomatique VIH. 63% des cas notifiés ont été dans 3 régions au Maroc, à savoir la région de Souss-Messedra, la région de Casablanca-Stad et Marrakech-Safi. Les IST sont des infections lors d'un rapport sexuel non protégé par un micro-organisme pathogène. Ces micro-organismes sont contenus généralement soit dans le sperme ou bien dans les sécrétions vaginales dans l'individu contaminé. Ils peuvent donc contaminer le partenaire sexuel lors de ce rapport sexuel non protégé. Donc ces micro-organismes peuvent être soit des virus, des bactéries ou des parasites. Donc pour les virus, nous avons le VIH, qui est bien évidemment, que vous connaissez, c'est le virus responsable de l'évolution vers le syndrome de l'immunodéficience aiguë, bien ce qu'on appelle SIDA. Donc c'est un virus à ARN. Nous avons le virus de l'hépatite B, qui est un agent infectieux responsable de l'hépatite B, qui peuvent se compliquer de cirrhose et du cancer du foie. L'HPV, ce qu'on appelle le papillomavirus humain, qui est dans des condylomes et végétation génitale, dites vénériennes, et qui peuvent se compliquer du cancer du col utérin ou encore des cancers anorectaux. Et nous avons le VHS, c'est le virus herpes simplex, qui est très connu par le virus de l'herpès, donc qui donne la maladie herpétique dans l'herpès génital. Pour les bactéries, nous avons plusieurs. Nous avons Treponema pallidum, qui est l'agent responsable de la syphilis. Haemophilus ducrei, qui est l'agent responsable de la chancrelle. Klebsiella granulomatis, qui est l'agent de la donovanose. Neisseria gonorrhoeae, agent responsable de l'écoulement purulent aigu et de la cervicite. Chlamydia trachomatis, c'est l'agent de l'écoulement non purulent subaigu du cervicite et d'infection pelvienne. Donc, toutes ces pathologies, on aura l'occasion de les voir dans un chapitre dédié aux infections sexuellement transmissibles. Et nous avons la Mycoplasma genitalium, qui est l'agent responsable de l'écoulement non purulent subaigu du cervicite et d'infection pelvienne. Et troisième agent infectieux, ce sont les parasites. Donc, un exemple, nous avons la Trichomonas vaginalis et nous avons Phtériase pubienne. Même si les infections sexuellement transmissibles surviennent habituellement après des rapports sexuels, soit vaginaux, oraux ou rectaux, avec des partenaires infectés, la pénétration génitale n'est pas nécessaire pour disséminer l'infection. Certaines IST peuvent également être transmises par d'autres voies, notamment les baisers ou un contact physique étroit. Pour les infestations pubiennes par les poux. Donc, les poux pubiens infestent principalement les poils des zones génitales et anales, se transmettent généralement entre adolescents et entre adultes par contact sexuel. Ils peuvent être transmis aussi aux enfants par contact direct avec leurs parents. Ou encore la gale. Donc la gale, en arabe jarab, se manifeste essentiellement par des démangeaisons et des lésions cutanées de grattage. L'hémoluscum contagiosum. Donc c'est une maladie de la peau fréquente et son gravité, elle est causée par un proxyvirus
Il se caractérise par l'apparition des petits boutons qui sont appelés des nodules ressemblant à des perles sur la peau. Et nous avons la mpox. Donc la mpox, c'est la variole du singe. Donc c'est une maladie causée par le virus de la variole simienne. Donc c'est une infection virale qui peut se transmettre d'une personne à l'autre, principalement par un contact étroit et parfois de l'environnement aux personnes par des objets et des surfaces contaminés par ce virus. Donc, cette maladie se caractérise par une éruption cutanée. La transmission des IST peut également être faite de la mère à son enfant, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transmission verticale, soit pendant la grossesse ou bien au moment de l'accouchement pour la syphilis, l'herpès, la chlamydiose, la gonorrhée, l'infection par le VIH et aussi l'infection par les papillomavirus humains. Donc, les thérapies antirétrovirales ont réduit le risque de la transmission mère-enfant à presque 1%. Donc, nous avons également la transmission, comme nous avons dit, pendant l'accouchement. Donc ici, pendant l'accouchement, grâce à un contact direct du fœtus avec le sang maternel ou encore avec les sécrétions vaginales, donc les microtransfusions du sang maternel vers le fœtus lors des contractions pendant le travail. La transmission de ces IST peut également être faite grâce à l'allaitement. Donc, le lait maternel, comme nous savons tous, a un rôle protecteur anti-infectieux et anti-inflammatoire pour le nouveau-né et aussi pour le nourrisson. C'est-à-dire, il permet de protéger le nouveau-né et le nourrisson contre les infections et contre tout type d'inflammation, mais il peut toutefois transmettre des agents infectieux, principalement des virus tels que le VIH, l'hépatite B, C, E, etc. etc. Elle peut également transmettre des arbovirus tels que le virus de West Nile ou bien le virus de la dengue ou encore le virus de Zika ou encore le virus d'Ebola. Donc, le risque de la transmission de la mère séropositive à l'enfant, donc ici on voit les 3 stades, soit pendant la grossesse, ou bien au moment de l'accouchement, ou bien pendant l'allaitement. Donc, au moment de la grossesse, donc la transmission d'une mère qui est séropositive pour une infection à son enfant, à son bébé, donc nous avons 5 à 10%. Pendant l'accouchement, nous avons 10 à 20% et pendant l'allaitement, la transmission peut se faire de 5 à 10%. Donc ici, la charge virale plasmatique de la mère joue un rôle très important comme facteur qui peut influencer bien évidemment la transmission de l'infection. La transmission de l'infection peut se faire également par le sang et ses dérivés. Donc ici, à cause de l'utilisation de dispositifs invasifs souillés par le sang, donc le risque ici concerne le matériel invasif qui est réutilisable lorsque les procédures de lavage, décontamination, stérilisation sont inadaptées. Donc ici, ces éléments peuvent être un moyen de transmission de l'infection. Ou encore à cause d'une exposition accidentelle au sang. Donc, cette exposition peut se produire en milieu de soins, mais également en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire lors, par exemple, d'un accident de la voie publique ou bien au moment de la circoncision. Donc ici, on peut, si les choses ne sont pas faites à la bonne manière, donc on peut avoir la transmission de l'infection vers la personne. Et également, on a la transmission chez les usagères de drogue par voie injectable, c'est-à-dire les personnes qui utilisent les drogues, utilisation par injection. Donc ici, la pratique d'une seringue souillée, donc, ou encore la pratique à haut risque de la contamination, si les personnes partagent de la seringue ou bien les aiguilles pour l'injection,
partage, c'est-à-dire lorsqu'elles vont faire la préparation des drogues, elles peuvent, par exemple, une personne injecte de la drogue, peut donner la seringue qu'il a utilisée à son ami. Nous avons également la pratique à risque intermédiaire, par exemple l'utilisation du reste du matériel d'injection déjà utilisé, par exemple un récipient, une cuillère, l'eau de rinçage, l'eau de dilution, les filtres, etc. Nous avons également des facteurs qui peuvent augmenter le risque de l'infection. C'est le nombre d'injections par jour, le lieu de partage, l'exclusion sociale, l'espoir et l'absence de recours médical. Ce sont tous des éléments qui peuvent augmenter le risque de la transmission de cette infection. Nous avons certains éléments qui représentent un risque égal à 0. C'est qu'aucune contamination ne peut avoir lieu par la salive ou bien les larmes. Donc ici, bien sûr, on parle des IST. Ce sont des infections qui peuvent être transmises principalement par les pratiques sexuelles. La salive et les larmes ne sont pas des moyens ou bien des vecteurs de ces infections, ou bien de ces agents infectieux responsables de ces infections. On ne peut pas être contaminé par une piqûre de moustique. Donc ici, les moustiques ne sont pas des vecteurs des agents infectieux responsables des IST. Quelles sont les mesures de prévention utilisées pour se protéger contre les IST? Donc on va commencer par la première prévention, c'est la prévention de la transmission de la mère à son enfant. Donc cette prévention se base sur le dépistage par sérologie prénatale avec un traitement antirétroviral adapté à l'état gravidique. Lorsqu'on parle d'un traitement antirétroviral, ça veut dire c'est une classe des médicaments utilisés pour le traitement des infections liées à un rétrovirus. Donc ici, c'est un traitement qui va réduire la multiplication du virus dans l'organisme. Donc ici, on passe par le dépistage. En fait, ce traitement sera proposé à toutes les femmes séropositives enceintes, quel que soit le stade de l'infection VIH, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas normalement proposables au traitement antirétroviral. Donc, ce traitement est instauré dès la 14e semaine jusqu'à l'accouchement. Donc, à l'accouchement, une asepsie et une antisepsie rigoureuse de la filière génitale éviteront au nouveau-né le contact avec le virus. Pour plus de précautions, une perfusion de la zidovudine sera faite à la maman pendant le travail. Le nouveau-né recevra en plus de la zidovudine sirop toutes les 6 heures pendant 6 semaines. Donc, en même temps, ici, pour la mère, elle doit éviter l'allaitement. C'est les séropositifs pour l'infection. Et il faut une surveillance sérologique du nouveau-né. Les premières sérologies sont parfois le fait d'un passage transplacentaire d'anticorps. Donc, pour confirmer la réalité de l'infection du nouveau-né, il faut renouveler la sérologie après 3 mois, bien sûr, pour s'assurer si le nouveau-né a déjà l'infection ou pas. Toujours dans la prévention de la transmission de VIH de la mère à son enfant. Donc ici, le risque de la transmission de VIH de la mère à son bébé est de 40% en l'absence de toute intervention. Et bien sûr, ce risque de transmission va être diminué à un pourcentage inférieur à 1% si la prise en charge de la mère et la prophylaxie par le traitement antirétroviral du nouveau-né est adaptée. Donc, comme vous voyez ici, donc ça c'est un dépliant de la prévention de la transmission de l'infection du mère à son enfant. En fait, ça entre dans le cadre de la sensibilisation vis-à-vis de l'infection. Donc, ce dépliant, vous pouvez le trouver bien sûr dans les centres de santé, qui va expliquer bien sûr les moyens de la transmission de virus, la prévention de la transmission du virus de la mère à son enfant et bien sûr toutes les précautions que la mère doit prendre en considération, bien sûr,
pour que l'infection ne se transmette pas à son bébé. Au moment, bien sûr, au moment de la grossesse et aussi au moment de l'accouchement. Donc ici, comme vous voyez, donc, la détection précoce de l'infection à VIH va permettre de se prévenir l'infection chez, bien sûr, le nouveau-né. Pour les femmes qui sont séropositives pour certaines IST, bien sûr, elles ne doivent pas allaiter leur enfant au sein, ni aussi utiliser l'allaitement mixte, mais plutôt ils doivent utiliser un allaitement qui est artificiel exclusif pour bien sûr éviter la transmission de l'infection à leur bébé, dans le lait, bien sûr, le lait maternel. Un deuxième volet, c'est la prévention des grossesses non désirées chez la femme infectée par le VIH. Bien sûr, cette prévention, elle passe par un accès au conseil et l'orientation vers les services de planification familiale et aussi par la préconisation d'une contraception sans risque, une contraception qui est régulière et efficace. Bien sûr, tout ça, nous avons déjà l'occasion de les voir pendant notre cours de planification familiale en S3 en deuxième année. Donc ici, je cite quelques interventions clés à prendre en considération. Premièrement, c'est la promotion du test de dépistage chez les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. Donc ici, les tests de dépistage doivent permettre aux femmes de dépister précocement ces infections sexuellement transmissibles pour bien sûr éviter leur prise en charge et aussi le traitement qui est dans la majorité des cas très lourd. Deuxièmement, le counseling et le test volontaire de VIH. La prévention par la prise des antirétroviraux qui jouent un rôle très important pour diminuer la multiplication du virus chez les femmes et par la suite, ça va éviter en quelque sorte leur prise en charge très lourde et ça va éviter aussi la transmission de ces infections vers le nouveau-né. La pratique d'accouchement à moindre risque. D'accord, donc ici, bien sûr, chez les femmes qui sont porteuses, par exemple, des virus de VIH, un accouchement qui est par césarienne, c'est préconisé par rapport à un accouchement par voie basse. Et bien sûr, l'alimentation de nourrissons à moindre risque. Deuxième volet, c'est la prévention de la transmission par le sang. Donc ici, la transfusion sanguine et la sécurité transfusionnelle. Donc ici, dans ce volet, la responsabilité de l'État confiée au Centre national de la transfusion sanguine et les centres qui l'a agréé, qui bien sûr repose sur la sélection des donneurs, les donneurs du sang, à leur accueil, soit par un questionnaire auto-administré ou par un questionnaire administré par un personnel formé à cet effet. Donc ici, par exemple, dans les campagnes de dons de sang, toujours, on doit sélectionner les donneurs, on doit leur administrer un questionnaire dans lequel nous avons un ensemble des informations sur le donneur. Ces questionnaires portent sur le comportement et les pratiques sexuelles, sur l'état de santé du donneur, des gestes médicaux invasifs récents. Le but de ce questionnaire, c'est l'auto-exclusion ou encore l'exclusion du donneur susceptible d'être infecté ou qui se sont exposés au risque dans les 6 derniers mois. Donc, en même temps, dans bien sûr ces campagnes, on peut faire bien sûr ces dépistages systématiques, surtout dans de sang ou d'organes. Pour renforcer la sécurité transfusionnelle, le don de sang doit être toujours bénévole, c'est-à-dire à volonté, gratuit sans autre motivation que la noblesse du don, du soit pour aider son prochain.
Ainsi, le don de sang ne doit pas être motivé par un bénéfice secondaire tel que la détermination du groupe sanguin par le dépistage des infections VIH ou autres. Matériel souillé et la prévention des accidents exposant au sang. Par exemple, le matériel à usage personnel, tout ce qui est lame de rasoir, les brosses à dents, sont d'usage strictement individuel. Il ne faut pas les partager avec les autres personnes. Ça veut dire ici que le partage de ces éléments avec les autres personnes, ça peut augmenter le risque de la transmission de l'infection d'une personne qui est infectée vers une personne qui est saine. Les pratiques esthétiques ou rituels comportant une effraction cutanée doivent absolument être faites dans les conditions d'asepsie et de respect de l'usage unique. Exemple, dans les salons de coiffeurs que vous connaissez tous, donc nous avons un certain nombre de gestes qui sont faits là. Il faut que ces gestes doivent impérativement être dans des conditions d'asepsie, c'est-à-dire des conditions de propreté, de désinfection des germes et tout. Donc le matériel médical tel que les seringues, les aiguilles, les trocars, les bistouris, les ciseaux, etc. doivent être de préférence à usage unique après utilisation. Ils seront mis dans des conteneurs imperforables. Donc ces éléments utilisés, par exemple dans le cadre de la chirurgie, ils doivent être à usage unique, c'est-à-dire utilisés une seule fois. Après leur utilisation, ils doivent être jetés dans des conteneurs, bien sûr, qui sont consacrés pour le rejet de ces éléments. Les matériels à usage multiple sont d'abord décontaminés, puis nettoyés selon une procédure validée avant la stérilisation. Les personnels soignants sont invités à respecter les consignes de sécurité, tout ce qui est lavage des mains, le port de gants, la prudence dans la manipulation des objets et des instruments qui sont touchants ou bien souillés. Ils doivent être informés des procédures à suivre en cas d'accident exposant au sang. Dans l'immédiat, en cas d'accident exposant au sang, il faut réduire la durée de contact avec le sang présumé infecté. C'est pour ça qu'il faut laver la zone concernée, puis appliquer un antiseptique durant 5 minutes. Par ordre d'efficacité, cet antiseptique sera le Dacan, l'hypochlorite, 12 degrés, ce qui est généralement l'eau de javel diluée à 1/10, l'alcool à 60 degrés ou enfin la polyvidone iodée. Faire une sérologie de dépistage aux patients sources en cas de la non-collaboration, c'est-à-dire si le patient ne collabore pas pour voir sa sérologie. Donc ici, il faut considérer le statut sérologique positif par défaut. Une sérologie initiale sera faite au personnel accidenté pour constituer une preuve de son état avant l'accident. La décision de prescrire ou non une thérapie antirétrovérale prophylactique est du ressort d'un médecin référent formé qui va évaluer bien sûr cet accident exposant au sang. Selon le cas, la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire après l'exposition, sera toujours recommandée, facultative ou inutile. Le médecin référent base sa décision sur le type d'accident. Est-ce qu'il s'agit d'une piqûre, d'une blessure, d'une projection? Elle est aussi, se base aussi sur la nature de l'instrument utilisé. Est-ce qu'il est creux? Est-ce qu'il s'agit d'une aiguille, d'un trocar au plein, d'un bistouri, d'une aiguille de suture, etc. Donc son calibre et d'autres critères tels que le statut sérologique du patient source aussi peuvent être considérés comme des bases sur lesquelles bien sûr le médecin référent va se baser pour décider la nature ou bien le type de cet accident.
Le cas échéant, cette thérapie sera débutée au mieux avant la 4e heure ou au plus tard avant la 10e heure de l'exposition. En dehors des heures de travail normales, l'urgentiste du GARD délivre une dotation de 3 à 5 jours permettant d'attendre sous prophylaxie la décision du médecin référent qui entérine ou arrête la thérapie. Au Maroc, cette thérapie prophylactique post-exposition dure 1 mois. Il comporte les 3 antirétroviraux de première ligne, à savoir la zidovudine AZT, plus l'épivir 3TC, plus l'indinavir IND. Donc ici, ce sont des traitements qui sont utilisés, des classes de médicaments dans le cadre des traitements antirétroviraux. Donc un suivi sérologique sur 6 mois est recommandé. Il concerne principalement le VIH et les hépatites, dont toute séroconversion sera sanctionnée par un traitement qui est précoce. Les accidents d'exposants au sang sont des accidents de travail qui doivent être déclarés dans les délais édictés par la législation des accidents de travail pour les professionnels, bien sûr, ici, les professionnels de santé. Un autre type de prévention, c'est la prévention de la transmission sexuelle. Bien sûr, ici, ça représente la transmission sexuelle, c'est le premier type de transmission de ces IST. Ce sont des infections qui se transmettent par des pratiques sexuelles. Dans le cadre de la prévention de ces transmissions, on a la prévention primaire. Donc, cette prévention primaire, elle privilégie la participation active du sujet et se base essentiellement sur ce qu'on appelle EES, c'est l'information, éducation et conseil, qui consiste en une information sur le risque, une éducation pour la santé, une promotion des moyens de prévention dont il faut faciliter l'accès à la population s'exposant au risque. Donc, ces moyens sont généralement, nous avons l'abstention, la fidélité, le préservatif qui est très commun, qui va se prévenir contre ces infections, et la prophylaxie post-exposition. Bien sûr, ici, il faut noter que la circoncision diminue le risque de la transmission hétérosexuelle dans le sens femme-homme, qui est un moyen très utilisé pour diminuer la transmission de certaines infections, surtout bien sûr dans la religion musulmane. Ici, on peut parler également de la vaccination. D'accord, il existe des vaccins sûrs et particulièrement efficaces contre 2 IST virales. Nous avons l'hépatite B et les infections à HPV. D'accord, donc ce sont 2 vaccins qui sont dans le Maroc. L'hépatite B, ça fait longtemps qu'il est là. Et la vaccination anti-HPV qui vient d'être incorporée au Maroc depuis à peu près 2 ans et qui cible bien sûr les filles âgées de 11 ans et qui va permettre de se protéger essentiellement de cancers du col de l'utérus et certains cancers anogénitaux. Les recherches visant à mettre au point des vaccins contre le virus de l'herpès génital sont bien avancées, la phase clinique ayant débuté pour plusieurs vaccins candidats. Des données de plus en plus nombreuses semblent indiquer que le vaccin administré pour prévenir la méningite offre une certaine protection croisée contre la gonorrhée. Donc le vaccin qui est déjà contre la méningite, il peut protéger avec un certain pourcentage, si vous voulez, l'infection de la gonorrhée. Des travaux de recherche plus poussés sur les vaccins contre la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonas doivent bien sûr être menés pour se protéger bien sûr contre ces infections.